13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h33 sur Europe 1, Europe 1, 13h, la suite avec vous, Céline Giraud, et aujourd'hui l'avocate Sarah Salman et le chroniqueur politique Olivier d'Artigol. Et jusqu'à 14h, tiens, on va parler un peu de politique. Pour le moment, on va parler de ce budget 2025 qui fait beaucoup parler. Gérald Darmanin met la pression sur Michel Barnier en refusant par avance sa copie. Je ne voudrais aucune augmentation d'impôts. Pour l'instant, le budget tel qu'il est annoncé me paraît inacceptable, en effet. Pourquoi ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes dans l'opposition ? Ça veut dire qu'on va avoir un débat parlementaire. Vous savez, le pouvoir est désormais au Parlement. Le gouvernement fait une proposition, c'est normal, et le Parlement va débattre. C'est pour ça qu'on a été élus. On aurait un retour en arrière vers François Hollande, là. Ça, c'est très inquiétant parce que ça va créer le chômage de demain. Voilà, Gérald Darmanin qui attaque, qui est dans l'opposition, donc c'est un peu cynique, hypocrite, non ? Attaque assez forte, puisqu'il dit, en plus de ce qu'on vient d'écouter, que cette trajectoire évoquée par Michel Barnier annonce des augmentations pérennes d'impôts, alors que le Premier ministre insiste sur le fait que c'est exceptionnel et temporaire. En fait, il évoque même une idéologie fiscale concernant le nouvel exécutif, à quoi joue-t-il ? en dénonçant en effet cette trajectoire avec un déficit à 5% en 2025 à 3% en 2029. Il y a deux dimensions, il me semble. La première dimension, il ne faut pas la sous-estimer, c'est un véritable désaccord politique sur la trajectoire budgétaire. Ouais. Gérald Darmanin est ancien secrétaire d'État au budget. Ministre des comptes publics 2017-2020. Ministre des comptes publics, il avait mis en place, on se souvient, l'impôt à la source. Et il y a peut-être aussi l'expression d'un animal politique blessé. C'est-à-dire que il aurait aimé être maintenu dans l'exécutif, peut-être au Quai d'Orsay, ça ne s'est pas réalisé, et peut-être que l'arrivée tonitruante de Bruno Retailleau, avec les annonces tous les jours depuis sa nomination, pourrait laisser entendre que Gérald Darmanin a eu la main, pour le coup, faible. Mais c'est quoi ? C'est un besoin d'exister, Sarah Salman ? C'est un besoin d'occuper le terrain ? Mais moi, je crois en la sincérité de monsieur Gérald Darmanin, ce que nous propose le gouvernement en matière d'impôts, en nous disant, pour nous faire passer la pilule, non, mais vous inquiétez pas, c'est provisoire, ça touchera quasiment personne. Ça va toucher beaucoup de monde. 0,3%. Entre 65 000 et 75 000 ménages. C'est extrêmement impopulaire comme mesure, et c'est pas ce qu'on attend d'un gouvernement de droite. Moi, je le dis franchement, on n'attend pas des hausses d'impôts. Enfin, ça aurait été la gauche qui fait une hausse d'impôts, j'aurais dit, bon, bah. Est-ce que les macronistes n'auraient pas fait la même chose ? Sarah Salman, si Gérald Darmanin était toujours là et les macronistes en pleine puissance, est-ce qu'ils n'auraient pas fait la même chose ? Qu'aurait-il pu faire d'autre ? Alors ça, c'est une bonne question, mais c'est vrai que Gérald Darmanin, contrairement à d'autres ministres qui font tête baissée et qui obéissent sans rien dire, Gérald Darmanin, je pense qu'il n'aurait pas eu peur de dire ce qu'il pensait. Voilà. Sur les 60 milliards annoncés d'efforts fiscal, il y a donc 40 milliards relevant de la baisse de la dépense publique, 20 milliards pour l'État, 13 milliards sur la sécurité sociale, on aura à en reparler certainement, et 7 milliards pour les collectivités territoriales, et 20 milliards de hausse d'impôts, particuliers entreprises. Voilà. Donc, il me semble quand même que le totem, on ne touche pas à la fiscalité, qui existait depuis 2017, le fait qu'on puisse réouvrir le débat concernant de nouvelles recettes fiscales, ça me semble plutôt intéressant. Regardez le PDG de Total Energy, Monsieur Pouyanné, qui vient de dire, mais concernant les rachats d'actions, pourquoi pas ? Si c'est une taxe de 1%, comme cela se passe aux États-Unis. Comme quoi, il y a quand même un peu de grain à moudre, quand même. Oui, mais d'accord, sur les entreprises, mais sur la les conséquence, c'est que beaucoup de personnes vont vouloir quitter la France. Si vous vous mettez à taxer les super riches... C'est ce que disait Agnès Verdi. Elle a entièrement raison. C'est-à-dire que ces personnes sont quand même créatrices d'emplois. Si on les fait fuir outre-Atlantique ou ailleurs, hors de l'Hexagone, ça va pas être positif pour nous. Donc faut mais le fait que Gérald Darmanin dise c'est inacceptable. Oui, c'est inacceptable. Moi, quand on me dit hausse d'impôts, même si ça touche 0,3%, je trouve que c'est inacceptable. Les gens qui gagnent 500 000 euros par an, un couple sans enfant. Mais c'est des gens aussi qui travaillent, en fait. Bien sûr. Mais on augmente leur indexation à 40%. Mais ils payent déjà énormément d'impôts. Il faut quand même dire que la politique de l'offre qui a bénéficié à la fiscalité du capital et aux très grandes entreprises a soustrait à nos recettes fiscales à peu près 60 milliards par an. Et il y a quand même les très hauts revenus, y compris les très grandes entreprises, qui disent, pour un certain nombre d'entre eux, et pourtant ils n'ont pas le couteau entre les dents, oui, c'est vrai, on peut peut-être faire un effort supplémentaire, une mise à contribution au regard de l'état catastrophique des finances publiques. C'est une question aussi de mise à contribution de ceux qui peuvent faire un peu plus. Sauf qu'ils font déjà beaucoup. Dans le même temps,
il y a les annonces sur les retraites, où on va prendre 4 milliards d'euros dans la poche des retraités, environ 3 milliards, en gelant 3,7, presque 4, en gelant donc l'indexation sur les 6 premiers mois de l'année. Oui, c'est ça, elle sera réajustée au 1er juillet au lieu d'être ajustée au 1er janvier. C'est 6 mois en moins de Et d'ailleurs, on entendait tout à l'heure les retraités dire, nous les retraités, on est la variable d'ajustement. Oui, c'est alors vrai, c'est aussi l'électorat d'Emmanuel Macron. À ne pas le faire. Bon, l'actualité à 13h38, c'est aussi Bruno Retailleau qui a fait donc des propositions pour lutter contre l'immigration clandestine. Il a été interviewé par Le Figaro Magazine et je vous propose justement d'écouter ce qu'il a dit à propos du prolongement de la durée de rétention en centre de rétention administratif. Il faut une loi de 110 jours. C'est aujourd'hui ce que la loi nous permet de faire pour un dangereux terroriste. Pourquoi quelqu'un qui a commis un crime sexuel ne s'exposerait-il pas à la même durée? Et bien entendu, il faut un vecteur législatif pour modifier ce point-là, de même modifier le regard du juge. Aujourd'hui, le juge des libertés, personne ne doit l'accuser parce qu'il a des règles. Mais moi, je pense que la principale règle lorsqu'il examine la possibilité de libérer quelqu'un qui est dangereux, c'est justement sa dangerosité. Et on manque de place. Il faut donc construire des nouvelles places. Il y a un programme de 3000 places de plus. Comme il n'y a pas suffisamment de places, il faut cribler. Il faut envoyer dans les centres de rétention administrative les individus les plus dangereux. Oui, Bruno Retailleau est dit, pour les crimes les plus graves, notre main ne doit pas trembler, il faut aller jusqu'à 180, voire 210 jours. Oui, ce serait déjà plus aligné avec ce que font certains de nos voisins de l'Union européenne. Je pense notamment à l'Allemagne qui a 6 mois, il y a d'autres pays où c'est beaucoup plus. Donc ça ne réglera pas tout, mais c'est déjà un grand pas qu'on pourrait faire et ça me semble pas très très difficile à faire. Après, il y a 1800 centres de rétention administrative, augmentés à 3000. Oui, mais il faut pas que ça soit comme Emmanuel Macron qui nous promet plein de places de prison. Il nous a promis ça en 2019. Résultat, il y a une surpopulation carcérale et on n'a toujours pas plus de prisons. Et n'oublions pas qu'on a le duel Migaud-Retailleau qui fait que Bruno Retailleau peut être plein de voilà. Oui, c'est peut-être pas plus mal, mais on a plein de bonnes volontés de Monsieur Retailleau qui pourraient être freinées par Monsieur Migaud, parce qu'une chaîne pénale... Pour vous, c'est le seul écueil ? Il y a pas... il y en a tellement d'autres, mais ça en fait partie. Nous verrons, il s'est beaucoup exprimé, c'est presque un vice-premier ministre, il fait un peu le matamor depuis sa nomination place Beauvau, avec je trouve, avec beaucoup d'annonces. Il y a eu cette polémique qui avait peut-être pas lieu d'être. On est favorable à l'état de droit, mais on peut bouger l'état du droit. Vous avez vu que ce matin, il a envoyé un télégramme à tous les préfets. Par exemple, à droit constant, on pouvait très bien expulser l'assassin de Philippines à droit constant. Il nous dit, concernant l'Algérie, un visa égale une OQTF. C'est-à-dire qu'on n'accordera pas plus de visas que d'OQTF qui seront exécutés. À voir. Sur ce point précis, par exemple, je demande à voir. Vous trouvez qu'il parle beaucoup, c'est ça? Et oui, le verbe est haut, nous verrons concrètement sur l'atterrissage en termes de réalité des politiques publiques menées. J'ai un doute. Et quelle est sa place, selon vous, dans le gouvernement, Bruno Retailleau? Je pense que plutôt à droite, je pense que Michel Barnier, qui ne l'a en aucun cas rappelé à l'ordre, si ce n'est mais meso voce dans sa déclaration de politique générale pour redire les lignes rouges qui étaient les siennes, mais sinon il se répartissent bien. Le Michel Barnier parlant plutôt au bloc présidentiel, Bruno Retailleau étant plutôt sur des annonces qui vont qui sont plutôt jugées positives par le Rassemblement national, qui a entre ses mains l'avenir de ce gouvernement. Vous pensez que Bruno Retailleau est là pour parler à l'aile droite du gouvernement? Ah oui, a priori, il parle plus à l'aile droite qu'à Jean-Luc Mélenchon et ses copains. Je crois que ça fait plus écho, mais je pense que pour ce qui est des OQTF, des centres de rétention administrative, il devrait, je crois, y avoir un consensus. Quand on voit l'affaire Philippines, je ne comprends même pas qu'il y ait des divergences entre le Rassemblement national et la France insoumise. En réalité. Avec une spécificité, Sarah, c'est sur le nombre d'OQTF prononcés en France. Nous sommes à plus de 130 000. Est-ce qu'il ne faudrait pas prioriser certains profils? Il y a aussi des OQTF qui peuvent être en arrière-cuisine dans les restos alentours de ces studios. Qu'est-ce que vous entendez par prioriser les profils? Les plus dangereux, mais... Ce qu'avait commencé à faire Gérald Darmanin concernant les centres de rétention administrative, en disant pour les auteurs de crimes, ça me semble être une politique de bon sens. Après, évaluer la dangerosité, c'est pas toujours évident, parce est-ce qu'il faut attendre le passage à l'acte de quelqu'un pour évaluer sa dangerosité? Non, mais au moins, aussi la question. S'agit d'une récidive... Non, mais en réalité, il y a deux choses. Qui évalue finalement, Sarah Salman? Vous avez des juges qui évaluent, mais quand on voit que certains juges ne trouvent pas qu'il y a une dangerosité
et que la personne derrière commet un crime, je ne sais pas trop comment se passe cette évaluation. Je pense qu'un psychiatre ne ferait pas de mal dans tout ça. Hein. Et dans le dernier cas qui nous a préoccupés sur l'affaire de Philippines, exactement. Le juge dit qu'il y a dangerosité, mais il s'appuie sur le droit sur les 15 derniers jours. Sur les 15 derniers jours. Sur l'ordre public, alors qu'il était en centre de rétention administrative. Mais il se base sur les 15 derniers jours, alors que les 15 derniers jours, il était dans un centre de rétention administrative. Donc, et encore heureux que ça se passe bien. Et dans l'extrait que nous avons entendu, on entend Bruno Retailleau s'en prendre aux lois, au droit, mais pas aux juges. Est-ce qu'ils ne seront pas de combat aussi ? Oui, vous avez entièrement raison là-dessus, parce que l'arsenal juridique existe et là est présent. Après, vous avez certains juges qui sont gangrénés par une idéologie. On l'a vu l'autre fois avec le syndicat de la magistrature. On l'a vu. Il y a des juges qui sont frileux à appliquer la sanction et qui sont. Il veut pas se mettre la justice à dos. Heureusement que le ministre de l'Intérieur ne s'en prend pas au juge. Oui. Non mais j'entends. Je veux dire, il pourrait aussi dire il faut faire avancer. Il faut faire appliquer le droit. Alors il y a un inconnu politique dans les prochaines journées, c'est la réaction ou pas de Didier Migaud. C'est un vrai sujet. Effectivement, est silencieux. Plutôt taiseux, mais comme je le disais, c'est peut-être pas plus mal. Hein. Pourquoi c'est pas plus mal, c'est-à-dire parce que si c'est pour détricoter ce que dit Monsieur Retailleau, je pense que c'est peut-être mieux de se taire dans l'intérêt général et collectif. On va continuer à parler de justice, si vous voulez bien, dans quelques instants, avec le procès Pélico. Un mois déjà que ce procès se tient à la cour criminelle du Vaucluse, qui doit à nouveau se prononcer sur la diffusion des vidéos à huis clos ou pas. Voilà, il y a une discussion. Est-ce qu'il faut montrer ces vidéos à tout le monde, y compris... On va en parler. Gardez votre réponse au-delà, effectivement, des personnes concernées, à la presse, au public. Eh bien, on va en parler dans quelques instants. À tout de suite. Vous écoutez Céline Géraud, il est 13h44 sur Europe 1.